Extra, extra, émission spéciale de la zone payante. C'est peut-être la saison morte, mais les millions pleuvent dans la NFL. Qui sont les gagnants et qui sont les perdants de la période de signature des joueurs autonomes? On démêle tout ça pour vous. Le règne de Derrick Henry est terminé à Nashville. Et à l'instar de King Henry, plusieurs porteurs de ballon changent aussi d'adresse. Que serait une entre-saison sans parler de Aaron Rodgers? Après le titre de MVP, Rodgers lorgne maintenant celui de VP. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. Un plaisir de se retrouver pour cette édition spéciale de la Zone Payante, une édition que vous avez demandé et Stéphane a demandé. Stéphane Cadorette qui est avec nous. Stéphane Cadorette, expert oui. en football pour le Journal de Montréal et de Québec. Salut Steph. Salut Jean-Nic, salut tout le monde. Comme on dit, demandez et vous recevrez, c'est tout. Exact. On est très religieux ici, oui, en effet. Mais, écoute, j'avoue que on était obligé de faire une émission sur les joueurs autonomes parce que les gens autour de moi qui suivent un peu le football, ils me disent « Hey là, les boys, je peux même pas cligner des yeux là, que je suis tout perdu. » là. Je savais que t'allais dire ça, c'est clair. Puis même nous autres, on est plongés là-dedans. T'sais, moi, c'est mon quotidien. Puis je viens qu'à un moment donné, écoute, je m'en vais prendre ma douche, je reviens, il y a eu 4-5 moves. Tu te dis, c'est quoi ça? C'est de la folie furieuse. Tu sais, mettons, tu te dis, hey, Eckler, il est rendu où, là? Oui, ça va vite. Ça va vite, là, tu sais, puis des joueurs un peu mid, là, que tu connais, mais tu te dis, y a-tu bougé? En tout cas, tu sais. Je regardais surtout les running backs, on va y revenir tantôt, mais ça a bougé. Puis là, faisons un petit peu le tour d'actualité, Steph, parce qu'on a quand même une émission chargée. Mais commençons avec, éliminons ce qui est dans l'air. Aaron Rodgers, là. Est-ce que c'est fini avec les Jets? Parce que là, Robert Kennedy Jr., là, qui se profile comme candidat indépendant à la présidentielle américaine pour le mois de novembre. Ça a l'air sérieux là, d'avoir comme co-listier Aaron Rodgers. Mais je veux dire, on s'en fout à la limite là, que c'est qui se présente, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur... Faire campagne, là, c'est quand même de la peau. Là. Est-ce que ça va avoir une incidence sur sa carrière de footballeur avec les Jets? Première des choses, on savait là, qu'il y avait un intérêt de Rodgers pour Kennedy. Ça fait plusieurs fois qu'il chante ses louanges, tu sais, que ce soit au podcast de Pat McAfee ou d'autres. Ça faisait plusieurs fois que je l'entendais parler de lui. Puis bon, ils ont des positions qui se rejoignent. Les gens parlent de l'histoire là, de l'anti-vax, mais il y a d'autres choses que l'anti-vaccin. Là. Ils ont plusieurs points de vue politiques en commun, je pense. Mais écoute, là, Rodgers, pas plus tard qu'il y a une semaine avant ça, a dit qu'il aimerait jouer au football pendant encore 4 ans. Fait que je pense que son premier but, ça reste de jouer avec les Jets, d'être le corps arrière des Jets, surtout après la saison de 8 secondes de l'an passé. Là. Mais écoute, on sait jamais. Peut-être que les idées politiques, l'attrait de la politique va être plus fort que tout, mais je vois mal comment ça se peut se conjuguer. Parce que là, les gens vont dire, ouais, mais justement, c'est l'off-season. Oui, c'est l'off-season. Mais tu as quand même des obligations. Là. Tu dois te rapporter à certains moments de l'année. Surtout un cas comme Rodgers, tu sais, qui a pas développé beaucoup de chimie avec ses receveurs, là, on s'entend, il a pas joué l'an passé. À partir du mois de juin, à un moment donné, il faut que tu sois dans le building un peu. Puis, dans le crunch de la campagne, tu vas tomber en plein à l'automne. Fait que je vois mal comment tu peux conjuguer les deux, là. À moins que, tu sais, on s'entend, c'est un candidat indépendant, là, puis peut-être le financement sera pas fou, puis ils vont faire campagne, il va laisser Kennedy faire campagne, puis lui, il va faire des apparitions ici et là, mais t'imagines la distraction quand même? Là, imagine, Rodgers a dit à la fin de la saison, rappelle-toi de ses mots à sa sortie, là, il a dit, je paraphrase, là, mais en gros, il s'est exprimé en affirmant qu'il y avait trop de bullshit. Les Jets n'étaient pas assez concentrés sur ce qu'il fallait faire pour gagner puis s'investir. Puis là, lui, il deviendrait footballeur à temps partiel ou en tout cas à peu près.
je pense que ça passerait pas très bien à New York. Puis là, New York peut être un marché très vorace, là, côté médiatique, côté fan aussi. Les fans peuvent être très, très durs. Non, moi, je le vois pas, cette réalité-là. Sait-on jamais, là, mais personnellement, je serais très surpris. Bon, il y a d'autres rumeurs avant de tomber dans les joueurs autonomes, des joueurs qui seraient sur les trade blocks, là, enfin, des joueurs qui clairement là, sont dans une situation précaire avec leur équipe pour toutes sortes de raisons. Puis c'est drôle, souvent, ces joueurs-là, c'est des wide receivers. Là, il y en a deux qui sont un peu comme dans les rumeurs d'échange. On peut commencer par Justin Jefferson. Là, ça semble assez clair qu'il bougera pas, mais qu'est-ce que t'entends, toi? Ouais, ben moi, ce que je vois, c'est un peu la même chose que ce que tu viens de dire. Là. Je pense qu'il bougera pas. Mais en même temps, si les Vikings sont intelligents puis ils pensent pas leur signer, je dis, c'est maintenant ou jamais. Non, effectivement, mais je pense qu'il y a une volonté claire de leur signer. C'est un joueur clairement dominant à sa position. Ils vont amener un jeune corps arrière à bord. On va en reparler, là, mais je pense pas que Sam Darnold, c'est leur plan à long terme ni à court terme. J'ai l'impression qu'on va ramener un jeune en première ronde. Ça te prend des armes, ça te prend des joueurs comme lui. Puis si tu le laisses aller, là, tu as clairement un trou béant. Je comprends qu'il peut avoir l'attrait de choix au repêchage puis tout ça, mais là, t'en as un bon, un vrai, puis tu le sais, là, qui est solide. Écoute, l'année passée, là, il a pas joué la moitié de la saison, il a fini au-dessus de 1000 verges. C'est un joueur qui est vraiment spécial à sa position. Je crois pas que les Vikings vont l'échanger à moins d'une offre là, complètement hallucinante. Puis ça devrait pas arriver. La seule affaire qui intrigue, mettons que tu t'offres, je sais pas, moi, 2 choix de première ronde assez bien placés, mais encore là, ça arrivera pas pour un receveur. C'est arrivé pour Tyreek Hill. C'était un choix de première ronde assez bien placé. Ouais. Tu vois, un choix, puis c'était quoi? Un choix d'un, un choix de 2, si ma mémoire est bonne, mais là, je peux me tromper. Ouais. Mais le choix de première ronde, en plus, c'était pas top 10, là. C'était... Le seul truc qui amène toutes ces spéculations-là, c'est que ça fait 1 an qu'ils négocient les Vikings puis Jefferson sans arriver à s'entendre. Semble-t-il qu'il a même refusé, il y a quelque temps, une entente de 30 millions par année. Ça commence à être des gros bidous, 30 millions. Là. T'es dans la zone Tyreek Hill, justement. T'es dans le top de l'échelon. Mais je pense que ça va se faire. Les deux parties ont l'air de bonne foi. Tu sais, Justin Jefferson n'a pas fait des vagues la saison passée. Ça, c'est un signe pour moi là, qu'il semble pas prêt à s'en aller. Il était blessé, mais même quand la saison a commencé, qui était en uniforme, il n'a pas fait de déclaration choc. Il a dit, moi, je vais jouer ma saison. Ces choses-là vont se régler quand ça va se régler. Moi, ça me laisse pas d'indice que c'est un joueur malheureux. Contrairement à l'autre que tu veux amener, qui est certainement T. Higgins, j'imagine. Exact. Avec Cincinnati, lui, il a demandé un échange, clairement. Là. Puis, est-ce qu'ils vont le lui donner? C'est fort possible. Pour l'instant, il est désigné franchise tag, là, le joueur franchisé, si on peut dire en français. Mais c'est rare là, que ça donne une bonne entente à long terme, ça. Là, il pourrait être là pour l'année prochaine, en théorie. Mais s'il a demandé déjà à être échangé, c'est que le courant passe pas bien. Puis les Bengals, de toute façon, leur situation financière, ils ont énormément d'argent déjà qu'ils ont garoché à Joe Burrow, avec raison. Là, il y a Ja'Marr Chase qui s'en vient dans la file d'attente. Il va coûter c'est ça, j'allais dire. Très cher, T. Higgins, là, ils l'ont franchisé quand c'est même pas leur receveur numéro 1. Je veux dire, c'est une situation quand même assez inhabituelle. T. Higgins, écoute. C'est un A, un B, là. Tu sais, on peut s'ostiner, mais. Je pense que Chase est supérieur. C'est ça, là. Tu prends Chase avant, là. Si j'ai le choix, je prends Chase avant, les yeux fermés, mais T. Higgins pourrait être le receveur numéro 1 dans bien des équipes. C'est mon oui, mais il l'est pas en ce moment avec les Bengals. Il faudrait, même s'il signe ailleurs, il va quand même falloir qu'il prouve qu'il peut être un numéro 1. Il l'a jamais été. Non, c'est ça, effectivement, là, parce que Chase est arrivé très, très tôt dans la carrière de T. Higgins. Tu sais, tout le monde est arrivé un peu en même temps à Cincinnati. Le scénario idéal, c'est clairement de le garder comme franchise tag cette année. Tu y vas all-in pour un Super Bowl, tu sais, t'essaies en tout cas. Puis l'année d'après, écoute, c'est plate de le perdre pour rien, mais t'auras au moins tout donné pour aller chercher le plus gros possible là, cette année. Mais je pense que ça va finir en échange. T. Higgins restera pas à Cincinnati là, cette saison. Bon, on termine, si tu veux bien, là, avec Patrick Mahomes. Là, ça s'est passé sous le radar, mais quelle concession Patrick Mahomes a faite pour son contrat pour aider
les Chiefs avoir autre chose que Sanchez, machin, là, pour Marquise, Valdez, Scantling, ouais, qui ont libéré. Bon. Ouais, c'était tout un hit, hein, ça, ouais. Écoute, des concessions, faut juste faire attention parce que c'est pas comme s'il accepte de réduire son salaire, là. Les contrats au football sont structurés de façon à ce que tu peux reporter du salaire à l'année d'après, tu peux ramener un boni de signature au lieu d'être comptabilisé dans le salaire annuel. Il y a plein de petites passe-passe comme ça, mais crois-moi, si Patrick Mahomes restructure son contrat, il fait pas un don aux Chiefs, là. C'est non. Pas, mais il accepte certaines, tu sais, je veux dire, il accepte de rouvrir son contrat. Il accepte un petit désagrément. Là. Ça, là, non, il y en a qui veulent rien savoir, tu leur parles de ça, puis c'est non, merci, on a signé, on n'en parle plus. Patrick Mahomes, on va lui donner, là, tu sais, ce que ça permet aux Chiefs, finalement, c'est de ramener un gars comme Chris Jones. Là, ils ont tagué le Jarius Sneed, le demi de coin. Est-ce qu'on pourrait dire, ben maintenant, on a peut-être un lousse pour essayer de le ramener une autre année, le Jarius Sneed, un excellent joueur, ou on essaie plutôt d'échanger ce gars-là pour aller chercher un choix de deuxième ronde? C'est dans l'air, ça, dans les rumeurs. Mais ça permet aux Chiefs au moins là, d'essayer peut-être d'aller outiller Mahomes, d'aller chercher un receveur, quoique je trouve que ce qui reste en tant que receveur sur le marché, à part si tu vas chercher un T. Higgins, là, ça sera un méchant coup d'éclat. Imagine ça un peu, là. T. Higgins qui arrive à Kansas City. Mais il n'y a plus nécessairement là, des valeurs incroyables sur le marché. Est-ce qu'on pourrait dire, on a déjà eu un marchand de vitesse en Tyreek Hill, on va en chercher un autre en Hollywood Brown? Je me suis posé la question, tu sais, c'est pas un grand receveur, c'est un petit format, c'est pas un gars qui a dominé là, ni à Baltimore ni en Arizona, mais avec un corps arrière comme Mahomes, l'élément vitesse dans l'attaque des Chiefs, je serais curieux de voir ça. Donc, bref, pour rester sur le contrat de Mahomes, c'est des petits gestes comme ça là, que ça permet à ton équipe qui a souvent pas de marge de manœuvre quand tu as un alignement champion. OK, merci Steph, on s'arrête et on revient après avec les joueurs autonomes. Bougez pas. Vous êtes sur le podcast de la Zone Payante sur Cube. Merci de vous joindre à nous. Vous savez que vous pouvez nous écouter de façon audio sur la plateforme cube.ca, sur Cube Radio. Vous pouvez aussi nous regarder. Je crois qu'on va être en YouTube aussi cette fois-ci. Donc, vous pouvez nous visionner sur cube.ca en vidéo ou sur YouTube. C'est une émission spéciale sur les joueurs autonomes. Il y a eu beaucoup de mouvements. On voulait un peu comme faire une pause avant le prochain épisode. Histoire qu'on soit tous sur la même page. On va essayer, mais c'est sûr qu'on fera pas le tour de toutes, là, parce qu'il y a eu plus que 100 signatures. Là. Ah non, ça c'est impossible. On va quand même, faut pas oublier, là, il va en avoir d'autres. Hein, là, les gros noms sont partis, il n'y a pas de doute. Mais dans les prochaines semaines, ça va continuer. On va encore plus perdre le fil. Mais écoute, on va voir ça. Moi, je vois ça comme un petit guide. Les gens peuvent l'écouter, le réécouter plus tard si on a des interrogations. On fait le tour des principaux. Bon, ben regarde, moi là, je t'ai identifié 5 moves que j'aimerais que tu me parles, OK? Le premier, c'est sûr que c'est tout le temps lui qu'on regarde parce que c'est un corps arrière, parce que c'était le meilleur qui était sur le marché, puis c'était lui déjà qu'on avait identifié dans les émissions précédentes comme le meilleur joueur autonome étant donné sa position, Kirk Cousins. C'est, en plus, tu le connais bien, il a joué à Minnesota pendant plusieurs années. Là, on lui a donné 100 millions pour aller jouer avec Atlanta, qui joue dans une mauvaise division, mais qui a pas une bonne équipe non plus. Comment tu vois cette signature-là pour Atlanta? Bon, Kirk Cousins, évidemment que tu commences par le couteau dans le cœur, là, je le savais, je te connais. Mais bon, c'est comme ça, je vais vivre avec. Mais Cousins... c'est pour ça que tu vas t'en ennuyer tant que ça, là. Ben, c'est parce que là, à date, quand la solution c'est Sam Darnold, disons que je me sens pas très fébrile. Mais comme je te dis, j'ai le feeling là, que ça va changer au repêchage puis que je vais être un homme plus heureux. Mais pour l'instant, Kirk Cousins, ben ça fait mal aux Vikings, là, première des choses. Écoute, là, c'est plus pantoute la même attaque sans lui. Cousins, bon, on parle de 4 ans, 180 millions, mais la vraie valeur de son contrat est dans les 2 premières années. Tu sais, les Falcons ont pris un engagement financier, là, 90 millions garantis sur 2 ans, avec un autre 10 millions qui est à peu près garanti, là. Fait que tu t'engages 2 ans pour 100 millions, grosso modo, puis après, on dirait que c'est plus 2 années d'option là, dans la structure du contrat. Fait que
Il y a des gens qui vont dire, hey, c'est beaucoup, 45, 50 millions par année. Oui, mais dans le marché actuel des corps arrière, si tu considères comme moi que Cousins est un top 12, je te dis pas un top 3, un top 4, là, mais un top 12, ben, t'es dans ce range-là à peu près, là, maintenant. C'est aussi fou que ça. Il était top 12 avant de se blesser, là. C'est sûr que sa blessure, ça va quand même être quelque chose à surveiller à son âge, là. Il était top 12 avant. Il va-tu l'être après? Oublie pas qu'il y avait 18 passes de toucher. C'était le meneur dans la NFL avec son ace receveur Justin Jefferson qui était sur le banc, blessé. Fait que ça en dit long. Là. Moi, j'avais l'impression qu'il avait tourné le coin, mais il reste que c'est un corps arrière qui a une victoire en série avec les Vikings en 6 ans. Là. Ça, faut pas l'oublier non plus. Pour les Falcons, maintenant... En carrière. Ouais, c'est vrai, parce qu'à Washington, effectivement, ouais, t'as raison. Pour les Falcons, ça reste quand même une super belle amélioration parce que la lacune de cette équipe-là, l'année passée, on se fera pas de cachette, c'est le jeu des corps arrière. Que ce soit Desmond Ridder, que ce soit Taylor Heinicke, ça faisait pas à job, zéro. Il y a beaucoup d'armes dans cette attaque-là, que ce soit Drake London, que ce soit Kyle Pitts, que ce soit Bijan Robinson, que ce soit Tyler Allgeier. Il y a une bonne ligne à l'attaque. Cousins devrait être bien protégé. Je pense que c'est un bon fit. Écoute, Kyle Pitts va fonctionner à fond de train. Lui, ça végète un peu quand même depuis ses débuts. Là. Ça a été tranquille plus qu'on pensait. Mais tu vois la façon que Cousins a fait fonctionner TJ Hawkinson. C'est devenu un monstre au Minnesota. Il a toujours eu une bonne relation avec ses tight ends. Ce club-là va vraiment lever en attaque. Puis il y avait déjà une défense très surprenante. Là. Pour moi, les Falcons doivent déjà être considérés comme favoris pour remporter la division à cause de ce move. OK. Parlons l'autre nouvelle, c'est évidemment la vitesse avec laquelle les running backs sont partis. on part de l'année passée où personne voulait des running backs, ils chialaient, ils faisaient des réunions entre eux autres pour se dire qu'il fallait qu'ils se tiennent pour être mieux payés. Puis là, beding, je dis pas que les salaires sont faramineux, mais l'intérêt était là. Commençons par à ce que je considère le plus gros nom. Moi, je pense pas que c'est Saquon Barkley. Je pense encore que Derrick Henry est le plus gros nom qui est parti. Il s'en va jouer, écoute, avec les Ravens. Eux autres n'ont pas de chance avec les running backs, sont toujours blessés. Mais là, si tout le monde est en santé, puis si Derrick Henry joue 17 matchs, là, aïe aïe. Ouais, moi je capotais. Quand il a signé, honnêtement, c'est le mariage parfait. Je sais pas si t'es d'accord. Je sais pas si c'est le plus gros nom, mais c'est naturel une association pour moi. Derrick Henry, Ravens de Baltimore. L'équipe la plus physique de la NFL va chercher le porteur le plus physique de la NFL. À part une saison qui a été gâchée un peu par les blessures, je pense qu'il y a 2 ans. Derrick Henry, c'est un joueur durable. C'est un joueur qui a beaucoup de millage. Il y a 30 ans, il y a ce point-là qui est inquiétant. Mais tu le mets dans l'attaque des Ravens, c'est plus l'homme à tout faire comme il était rendu au Tennessee. Là. Il y avait juste lui dans cette attaque-là. Il n'y avait plus de receveurs, plus de corps arrière. Les Titans, c'était Derrick Henry. Là, tu le mets dans une attaque où il y a un Lamar Jackson, il y a un bon groupe de receveurs mais moi, c'est juste ça. Là. C'est juste mon seul hic, là, c'est comment que Lamar Jackson va s'adapter à un jeu où... Tu sais, je dis pas que Derrick Henry va courir 40 fois par match, là, mais quand même, là, tu sais, là, comment il va s'assurer de vendre le jeu d'option, de lui donner le ballon sur des courts gains. Tu sais, c'est quand même pas... Lamar Jackson, c'est quand même lui qui court le plus de verges au sol quasiment à toutes les années là, qui est en santé. Là. Ça fait 5 ans que Lamar Jackson est le meneur au sol des Ravens. C'est pas normal. Là. Je pense que c'est juste... C'est pas normal, mais il va changer sa façon de jouer pour Derrick Henry? Oui, il faut qu'il le fasse. Il faut absolument. Ça va allonger sa carrière. Ça va être bien pour sa durabilité, Lamar Jackson. Puis à un moment donné, c'est beau là, de tout faire, puis de donner le ballon à Lamar tout le temps. Mais ça prend des alternatives. Je pense que les Ravens ont fait le move parfait. Puis écoute, tu parlais des porteurs de ballon. Là, il y en a une barque là, qui ont signé. C'est impressionnant. Là. Veux-tu que je te fasse vite la nomenclature? Saquon Barkley à Philadelphie. J'ai hâte de voir parce que traditionnellement, les Eagles ont pas payé cher leurs porteurs de ballon. Là. Tu regardes dans les dernières années, on avait Miles Sanders, on a donné un petit contrat à DeAndre Swift. Là, on se tourne vraiment vers un porteur sérieux, entre guillemets. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Josh Jacobs de Vegas à Green Bay.
Les Packers qui ont choisi de laisser aller Aaron Jones, qui, incidemment, ça c'est le comble, s'en va au Minnesota. C'est toujours drôle là, de faire fâcher un peu les partisans des Packers, là, d'aller leur chercher un joueur. Je pense qu'Aaron Jones il s'en va dans sa division. Ben oui, exactement. Joe Mixon qui est échangé des Bengals aux Texans. DeAndre Swift, j'en parlais, il passe des Eagles aux je veux juste arrêter sur Joe Mixon. Là, moi, c'est une totale surprise de Joe Mixon. Comment que les Bengals vont se déshabiller de T. Higgins puis de Joe Mixon le même été? Ben, les Bengals, ça faisait un bout là qu'on parlait de Joe Mixon comme d'une possible coupure. Tu sais, c'est pas nécessairement nouveau. L'année passée, les rumeurs étaient très fortes. Je pense qu'ils seraient pas arrivés à s'entendre à long terme avec lui. Ils ont été chercher Zach Moss, mais ce qui est étrange dans ce geste-là, ils ont été chercher Zach Moss. Là, OK, on laisse aller Joe Mixon, alors que à peu près tous les spots de running back étaient comblés. Hey, il était temps que les Texans les appellent, là, parce que Joe Mixon se serait ramassé tout nu dans la rue. Il y aurait peut-être eu Dallas, qui a encore une ouverture. Mais ça s'est fait drôlement, disons, là, de la part des Bengals. Sinon, ben écoute, là, il y en a d'autres. Attends un peu, je les avais devant moi. Tony Pollard qui s'en va au Tennessee. Il va encore être dans un comité. Là, il va se retrouver avec le jeune qui ont repêché l'an passé. Austin Eckler, t'en parlais en début d'émission, s'en va avec les Commanders. Il part des Chargers, va avec les Commanders. Devin Singletary, qui était partant à Houston, qui a étonné l'année passée, s'en va avec les Giants. Gus Edwards, des Ravens, aux Chargers. Zach Moss, j'en ai parlé. Puis Antonio Gibson, des Commanders, aux Patriots, en appui à Ramondre Stevenson. Fait que, écoute, je viens de te nommer 12 porteurs de ballon qui ont changé d'adresse dans les 2 premiers jours. Moi, j'ai jamais vu ça. On dit que la valeur, il y en a plus, les porteurs de ballon, mais il y a 2 choses qui expliquent ça, là. C'est simple. Le plafond salarial a augmenté de 30 millions cette année. Et le repêchage, on va sûrement en reparler, on va sûrement avoir un spécial repêchage. C'est très, très, très tranquille, les porteurs de ballon cette année. Fait que ça a aidé le marché. Allons un peu du côté de la défensive. Daniel Hunter, Christian Wilkins, Chris Jones, 3 méga joueurs on s'attendait à ce qu'il y ait des gros deals. C'est le cas. Daniel, on peut commencer par Daniel Hunter, là, lui qui est le moins chanceux des 3, mettons, là. Mais qui s'est quand même trouvé une niche, puis ça sera pas facile de jouer contre eux autres. Non, il s'en va à Houston, Daniel Hunter. Tu sais, c'est un gars qui régulièrement a ses 12, 14, 15 sacs. Là, tu sais, c'est un très bon producteur. Puis ce qui est bien de lui... 16 l'année passée, là, 16 sacs. C'est la première fois qu'un joueur de 16... C'est la première fois qu'un joueur qui a fait 16 sacs et change d'équipe depuis 2001. Ah ouais, j'avais pas vu la stat. C'est super intéressant, ça, comme statistique. Ben, ça fait mal au cœur comme fan des Vikings, mais ils ont fait des moves pour combler. Ils sont allés chercher Jonathan Greenard et Andrew Van Ginkel. Van Ginkel, toi, tu dois pas l'aimer trop. Non, moi, j'adorais Van Ginkel. Oui, c'était un joueur all-around, là. Ouais, puis tu sais, il était pas tout le temps régulier, il était pas toujours sur le terrain, mais quand il est là, il fait sentir sa présence. Fait que j'ai hâte de voir là, dans un rôle vraiment peut-être plus régulier. Ben, en fait, il était régulier quand il y a eu des blessures. Quand Chubb, c'est ça aussi, là, c'est qu'il a été très bon au début. Quand Jalen Phillips s'est blessé, c'est ça. Mais il a aussi beaucoup joué en début d'année parce qu'il jouait à l'intérieur. Après ça, quand Phillips s'est blessé, il jouait à l'extérieur. Mais c'est des gars très versatiles. Une petite chose comique sur Andrew Van Ginkel, c'est que lui, il venait d'un junior school. Les gens se demandaient parce qu'il n'avait pas réussi son SAT. Là. Il a dit, il est assez intelligent pour jouer au football. C'était ça un peu, mais finalement, oui, inquiète-toi pas. Ça a l'air à bien il est aller. Très bon, il était brillant. Ouais. Fait que Hunter, ben écoute, juste pour finir sur Hunter, il se retrouve à Houston. C'est une maudite belle situation. Là. C'est un club clairement en ascension. Eux, ils ont choisi de s'améliorer sur le court terme parce que je pense qu'ils savent là, qu'ils embarquent dans une belle fenêtre. Greenard était très, très bon. 3 ans de moins que Daniel Hunter. Mais je pense qu'ils se disent, on s'assure là, d'une extraordinaire protection. Avec Daniel Hunter et Will Anderson Jr., les Texans vont être beaux à voir défensivement.
Bon, Wilkins, un ancien aussi des Dolphins qui s'en va avec les Raiders, va pairer avec Max Crosby. Un autre, tu sais, ça aussi, là, tu sais, c'est un joueur que les partisans des Dolphins, puis même les Dolphins l'an dernier essayaient de signer. On lui a fait 20 millions, il a refusé, il a joué sa dernière année en espérant aller chercher plus. Et il va chercher presque 28 millions par année. Je comprends que c'est pas moi qui paye, là, puis ils peuvent bien payer ce qu'ils veulent, mais c'est quand même un gros montant pour un joueur d'intérieur. Est-ce que tu penses qu'il va aller chercher des chiffres similaires à ce qu'il a fait avec les Dolphins l'an passé? Je sais pas. Il a fait 9 sacs du corps l'an passé. Là. Moi, ça m'a épaté un peu. Je sais pas s'il peut répéter ça. C'est sûr que ça va aider de jouer avec Max Crosby. Mais il y avait quand même des bons joueurs autour de lui à Miami aussi. Il faut pas l'oublier. C'est beaucoup d'argent. En fait, moi, ce qui me questionne dans ce geste-là des Raiders, c'est qu'ils sont pas à un joueur près d'aller au Super Bowl. Donc, ils investissent énormément à cette position-là. Moi, je me serais attendu que ce soit une équipe qui est soit en ascension claire ou qui est sur le bord de... Là. Les Raiders, pour moi, en tout cas, à moins que j'en fasse une mauvaise évaluation, sont clairement pas là. Ça reste qu'ils obtiennent tout un joueur de football, mais je me questionne juste sur le timing d'y aller pour un move aussi costaud que ça, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a une grosse personnalité, les gens vont l'adorer à Las Vegas. Oui. C'est sûr que c'est un gars qui fit très bien à Vegas, puis on lui souhaite bonne chance. Clark. Jones, excuse-moi, parle-moi de Jones, de Chris Jones, là, c'est lui qui a signé le plus gros contrat. Pas grand-chose à dire, à part tant mieux pour les Chiefs. Là. Tant mieux pour les Chiefs, puis tant mieux pour lui. Il a misé sur lui l'an passé. Tu te rappelles, il a fait une longue grève. Il est arrivé après le début de saison. Même, il a raté le premier match contre les Lions. Puis, écoute, il n'y en avait pas là, de contrat à long terme. Là, il vient de signer pour 3 ans à gros prix. Fait que c'est la preuve qu'il a gagné son pari. Puis tant mieux qu'il a gagné son pari. Ça a servi sa cause, ça a servi celle des Chiefs. Chris Jones est maintenant là, dans les 2-3 meilleurs joueurs défensifs de la NFL, clairement. Les Chiefs en avaient besoin, ils pouvaient pas s'en passer. Puis on s'en était parlé dans notre émission de fin de saison, après le Super Bowl. Il avait été clair dans ses intentions au défilé des Chiefs. Là, il avait dit je vais être là l'année prochaine, l'autre d'après et l'autre d'après. Fait qu'il y avait déjà, je pense, les paramètres d'un contrat, peut-être pas tous les détails là, qui étaient arrêtés, mais il semblait lui-même parler de 3 ans. Je pense que la consigne à son agent était très, très, très claire. Je ne m'en vais pas d'ici. Bon, moi, je considère qu'on a couvert les plus grosses signatures de joueurs autonomes. Parlons maintenant des signatures plus mineures, là, ou B, là. On peut commencer par Russell Wilson. Là. Russell Wilson est quand même un Pro Bowler puis un gars qui a gagné le Super Bowl, là, mais on peut-te dire que c'est un immense move des Steelers de l'avoir signé. Moi, je pense que c'est un immense move de l'avoir signé à 1 million. Mais est-ce que ça va changer les Steelers pour l'an prochain? Je pense pas que les Steelers vont être tant que ça métamorphosés, là, mais écoute, c'est quand même un upgrade par rapport à Kenny Pickett ou Mason Rudolph. Pour moi, mais là, Wilson a lancé 26 passes de toucher, là, c'est quand même 15 de plus ou 17 de plus que Pickett l'an passé. Puis il va être capable de sortir plus du trouble quand la pression monte autour de lui. Là, Wilson, bon, il a plus sa mobilité de 2014, 2015, 2016, mais il est encore capable de bouger dans la pochette. Le truc pour les Steelers, c'est que le risque est à peu près inexistant parce que, comme tu disais, ils payent au minimum parce que c'est les Broncos qui ont encore son salaire. Là. C'est eux qui le payent. Mais pourquoi il a accepté? Mais quand même, je veux dire, Wilson, il aurait pu demander 20 millions. Là. Parce qu'il voulait la meilleure opportunité possible, puis il n'y a pas des équipes qui l'auraient embauché à 20 millions. Là, je pense que pour une équipe comme les Steelers, c'est parfait. Ouais. Sais-tu combien ils ont d'argent de consacrer à leurs 3 corps arrière, les Steelers? 5 millions. Je suis pas en bas de 5 millions? Ouais. 5 millions. C'est fantastique, là, quand même. Ça leur permet ça leur a permis d'aller chercher, admettons, un gars comme Patrick Queen, le secondeur. Ça te permet de renflouer là, les effectifs ailleurs. Puis Russell Wilson, comme je te dis, lui, il est payé anyway. Là. Je comprends là, qu'il aurait pu dire moi, même si les Broncos me versent 38, il faut que j'aille chercher 25 ailleurs.
Mais dans son intérêt à lui, c'était de jouer dans la meilleure situation possible, rapidement, de régler ça vite. Puis écoute, il va quand même toucher 39 millions total. Sam Darnold, ouais, mais Sam Darnold a quand même signé pour 10, là, tu sais, dis-moi pas qu'il valait pas Sam Darnold. Là. Non, ça c'est clair, là. Mais je pense que dans l'équation, il considère les 38 qui touchent de Denver. Ça n'a pas le choix. OK. Allons-y avec... on en a parlé un peu. Patrick Queen, c'est un leader sur le terrain. Les Ravens vont quand même s'en ennuyer de Patrick Queen, puis il signe dans sa division. Ça, c'est un autre qui va subir les foudres de ses anciens partisans. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, rapidement, Patrick Queen? Ben là, c'est pire que l'ancienne division. Si c'était juste une ancienne division, là, Jean-Nic, mais là, c'est l'ennemi juré, l'ennemi absolu. C'est l'écœurant de l'autre bord. Puis là, écoute, Steelers-Ravens, depuis 15 ans, 20 ans, on s'entend que c'est peut-être la plus grosse rivalité dans la NFL. C'est des games où vraiment les gars s'entretuent. Patrick Queen, non, c'est un bon move des Steelers. Il y avait un trou. Mettons qu'on revient sur ce qu'on disait tantôt sur Saquon Barkley. C'est Tiki Barber qui a dit de Saquon Barkley qui a signé aussi avec un ennemi de la division, les Eagles. You're dead to me. You're dead to me. Tu sais ça. Il y a beaucoup de joueurs là cette année d'ailleurs. Aaron Jones avec les Vikings, là, qui était avec les Packers. Il y en a une couple qui ont sauté comme ça, mais pour moi... Jordan Poyer des Bills aux Dolphins. C'est vrai, mais il n'y en a pas un move aussi marquant que ça. En termes de rivalité, je parle, là, c'est toutes des grosses rivalités. Mais Ravens-Steelers, depuis 20 ans, c'est des matchs qui se décident par 3 points. Chaque verge est gagné durement. Tu vas chercher un gars comme Patrick Queen, tu sais, il sait c'est quoi là, ces rivalités-là. Il est bon en couverture de passe, il est amélioré en tout cas. Il peut blitzer. C'est un atout majeur là, pour les Steelers. OK. Que Michael Pittman soit prolongé avec les Colts, ça te dit quoi? C'est pas mal d'argent, mais en même temps, Michael Pittman, c'est un must absolu. Tu as un corps arrière jeune, Anthony Richardson, qui a presque pas joué cette année. Tu te dois d'avoir des armes autour de lui, sinon il va être tout perdu, il va courir comme une poule pas de tête, puis il va se reblesser s'il fait juste ça, courir comme une poule pas de tête. Fait que c'était un must, là, fallait ramener le talent. Les Colts, c'est un peu ça qu'ils ont fait cette année sur le marché. Il n'y a pas de grosses signatures impressionnantes là, du côté des Colts où tu te dis « Oh, wow, as-tu vu le move qu'ils ont fait? » Mais ils ont ramené plusieurs de leurs joueurs. Tu sais, des Kenny Moore, un excellent demi de coin. Ils ont ramené le slot, il va être le slot le cornerback slot le mieux payé de la ligue. Exactement, tu sais, ça te démontre là, la valeur qu'il y a actuellement. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont ramené à bord. Puis des fois, ça, on se fait les gagnants-perdants des agents libres. Puis tu sais, c'est un exercice intéressant. On pense pas à ces équipes-là parce que il n'y a pas eu de move majeur qui fait les manchettes. Mais des fois, de garder ton monde, tes jeunes qui progressent, de montrer à tes vétérans que tu es attaché, ça peut aussi être un gage de succès. Parle-moi de Mac Jones qui s'en va poursuivre sa carrière avec Jacksonville. Quand on compare les deux statistiques, moi te dire, là, je suis pas un fan de Mac Jones parce qu'on le voit bien jouer, là, mais quand tu regardes les statistiques de Mac Jones, puis quand tu regardes les statistiques de Trevor Lawrence, ils sont pas sérieux. En tout cas, je comprends que Trevor Lawrence est le partant incontesté à Jacksonville, là, mais faudra pas qu'il commence 0-4, là. Non, effectivement. Puis je pense que c'est super pour Mac Jones de changer d'environnement. Ça peut juste relancer sa confiance. Il était complètement brisé là, en Nouvelle-Angleterre, lui, que ce soit Bill Belichick ou Bill O'Brien ou le régime qu'il y avait là, peu importe qui, il était incurable. Vraiment, là, il semblait complètement perdu sur le terrain. Il avait peut-être pas toujours la bonne attitude non plus, faut le souligner. Mais là, tu changes d'air, tu t'en vas à Jacksonville, plus de pression, t'es pas le partant, en tout cas, à moins d'une situation d'urgence. Puis, faut le dire, Doug Peterson a une bonne réputation auprès des corps arrière. Fait que pour les Jaguars et pour Mac Jones, c'était un bon move, mais ça te démontre à quel point c'est une chute extraordinaire. Tu sais, tu te fais échanger contre un 6e choix, 3 ans après avoir été le 15e au total. Pas vu ça souvent, une chute aussi vertigineuse. Josh Rosen, mettons. Ouais, ça peut se comparer là, dans ces eaux-là.
Je voulais faire un petit mot aussi sur les joueurs de ligne intérieure. Écoute, ça partit fort, là, parce que normalement, là, un guard ou un centre, là, tu sais, c'est pas ceux qui font bien des splashs, puis c'est souvent ceux qui disent, ah, je vais m'en chercher un bon à 5-6 millions, puis, et là, ça a commencé. Eagles signe Dickerson 21 millions par année. Puis après ça, Robert Hunt s'en va en Caroline, 100 millions pour 5 ans. Ouais. Écoute, c'est le retour des je me disais peut-être que les linemen, c'est les prochains tight ends, là, à se dire qu'ils sont pas assez payés, pis ça, mais ils pourront pas faire ça cette année. Il y a au moins 4-5 joueurs de ligne intérieure à offense qui ont eu des contrats entre 15 et 20 millions. C'est de l'argent. C'est un excellent point. Puis tu fais bien de préciser joueurs de ligne intérieure parce que ça fait un bout que les tackles qui évoluent à l'extérieur, eux, sont très, très bien payés. Là. C'est probablement les mieux payés après les corps arrière. Mais à l'intérieur, c'est vrai que ça pouvait laisser à désirer des fois les gardes, les centres. Il y a deux choses là-dedans. Un, les équipes, je pense, essaient de plus en plus de se protéger de la pression qui vient de l'intérieur. Tu sais, avant, la pression, c'était toujours les edges. Là, maintenant, tu as beaucoup de defensive tackle. Tu as aussi des inside linebackers qui blitzent à l'intérieur. Fait que les équipes vont investir de plus en plus sur l'intérieur de leur ligne à l'attaque. Ça, c'est une tendance qui semble claire cette année. Non, puis les Cowboys de ce monde, comme les Micah Person, là, après ça, ils s'alignent à droite, mais ils rentrent après ça au centre. Fait que ça te prend. Tout à fait, c'est ça. Puis l'autre tendance que je remarque là-dedans, c'est les Panthers sont allés en chercher deux autres. Robert Hunt et Damien Lewis. Ils veulent désespérément protéger Bryce Young. T'sais, ça a été difficile, sa saison. Ouais, mais là, c'est-tu le bon pari, en tout cas? Non, peut-être pas, mais on va leur donner, ils essaient quelque chose. Ils sont allés chercher Deontay Johnson, le receveur des Steelers, sans être un receveur hyper complet. T'sais, c'est un gars qui a beaucoup de vitesse. Il va leur amener cet élément-là dans leur attaque qui manquait clairement là avec des Adam Thielen puis des joueurs comme ça. Là, tu investis sur l'intérieur de la ligne à l'attaque. Écoute, si après l'expérience Bryce Young fonctionne pas, tu pourras pas dire, ben ouais, mais on est resté les bras croisés, on espérait qu'il soit bon, puis ça n'a pas marché. Ils vont avoir essayé au moins de faire le nécessaire. Non, puis les Rams mais il y a du travail encore à faire. Les Rams aussi ont signé deux gars à l'intérieur, Jonah Jackson puis Kevin Dotson. Eux autres aussi, là, ils doivent se dire qu'il faut donner plus de temps à leur corps arrière, mais c'est parce que le problème avec les Rams, c'est que là, on enregistre mercredi soir, mais eux autres, ils ont un problème de cap salarial. Là. Ils ont des joueurs qu'il va falloir qu'ils se débarrassent. Fait que je sais pas comment ils vont réussir à garder leur attaque et leur défense intactes. Ils sont quand même pas mal moins dans le trouble financier qu'ils l'ont déjà été, là, à moins que je me trompe, là, mais il y a 2-3 ans, là, c'était toujours à côté au cap. Je pense que les Rams ont fait un bon exercice de ménage là, depuis 2 ans pour se remettre à niveau là-dessus. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres signatures rapidement? Peut-être Brian Burns là, qui a été échangé par les Panthers, un joueur quand même... il est jeune. Bien parce que, ouais, c'est ça, il est jeune. Puis il est bon. Jeune, mais ce qui me fait rire dans cette situation-là, Brian Burns, c'est qu'il y a 2 ans, les Rams offraient 2 choix de première ronde là, pour l'avoir. Les Panthers ont dit non. Nous, notre plan, c'est de s'entendre avec lui à long terme. C'est une pierre angulaire de notre fondation. 2 ans plus tard, pas capable de s'entendre avec. On va le laisser aller pour un 2 puis un 5. Tu sais, c'est pas un mauvais échange tant que ça. Mais tu avais 2 choix de première ronde sur la table. C'est ça qui fait mal au cœur. Quand tu compares les deux situations, écoute, tu peux même pas comparer tellement l'offre est disproportionnée. Là. Ça fait très, très mal aux fans des Panthers, je pense. Ils voient non seulement Brian Burns s'en aller, tu sais, c'est un gars dans la mi-vingtaine, là, il a encore le temps de s'améliorer. Il est déjà très bon, mais il peut encore s'améliorer. Là. C'est vraiment pas fini. Puis en plus, tu te dis, on a refusé 2 choix de première ronde il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Celle-là a fait mal, pas mal. Baker Mayfield et Mike Evans qui sont de retour aussi à Tampa Bay. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les partisans qui voient leur équipe investir dans ce qui a marché l'an passé. Puis Sam Darnold, là, si jamais tu veux me demander si je suis tout ému, parce que Sam Darnold, avant, il n'y a pas eu des vraies chances avec les Jets puis les Panthers, puis il n'y avait pas autant de weapons qu'avec les Vikings. Je continue de ne pas croire en ce gars-là. Il complète pas assez de passes. Regarde son pourcentage de passes complétées. C'est toujours parmi les plus bas de la ligue.
C'est un gars qui commet beaucoup de revirements, il échappe beaucoup le ballon. On parle de ses interceptions, mais il y a beaucoup de fumbles à son actif. Tu sais, c'est des traits difficiles à corriger. Là. À un moment donné, là, non. Moi, rapidement aussi, là, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de partisans des Bills qui nous écoutent, puis on les salue, mais les Bills, ils ont comme fait un espèce de wash là, avec plusieurs de leurs vétérans défensifs. Ouais. Ils ont remis des gars, là, tu sais, je pense à Epenesa qui est quand même pas si mal. Et ici, on sont renforcés sa ligne avec Dion Dawkins. Comment que tu vois l'entre-saison des Bills jusqu'à maintenant, là? Prévisible. Pour moi, il n'y a aucune surprise là. Tu sais, les Bills étaient pas mal à côté à gorge au plafond salarial. J'aurais aimé qu'ils gardent Mitch Morse, personnellement, leur centre. Mais tu sais, un gars comme Gabe Davis, ils ont tout essayé avec lui, le receveur. C'est bof. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'argent, d'ailleurs, avec les Jaguars. Lui, on parle de quoi, là? Je pense 39 millions. Pas pour un an, évidemment, là, mais quand 3 ans, 39 millions, ouais. C'est ça. Bon, pour un gars qui n'a pas produit, qui n'a pas été à hauteur des attentes, moi, je suis pas impressionné jusqu'à maintenant. T'sais, ils ont perdu des gars comme Jordan Poyer, fallait vraiment s'en douter là, que c'était la fin. Micah Hyde, c'est pas encore fait, mais ça devrait se faire aussi. Leonard Floyd, c'était sûr qu'il allait s'en aller. Il n'y a pas de surprise majeure pour moi. Il fallait s'attendre à ça du côté des Bills. T'as pas le choix à un moment donné de faire un genre de reset. La beauté de la chose, c'est qu'avec un Josh Allen, t'es pas dans une situation où tout est à recommencer à zéro. Mais ça se peut là, que ce soit une année peut-être à traverser, un petit pas de côté pour en faire 2 en avant. OK, bon, on fait une pause et après la pause, c'est les questions du public. On en a encore beaucoup cette semaine. Bougez pas. Question du public. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné, moi-même, en compagnie de Stéphane Cadorette, lui-même. Steph, on va commencer avec des questions du public. Ouh! Oh, il l'a retrouvé! Il y en a qui vont être contents, là. J'aime ça. The sifflet is there. OK. Yes. 2 questions d'Alexis Poulain, Harry. Ou Harry. Je sais pas comment il prononce son nom de famille. On le salue. Ben, Harry, là, ça serait genre chevelu, là. Ouais, mais... H-A-I-R-Y. Là, moi, je dirais plus Harry. H-E-R-R-Y, ouais. Okay. Ah oui, on va y aller avec Harry. Poulain Harry. Quelle équipe s'est le plus améliorée en cette première journée des agents libres? Et lui, il considère que les Texans, les Giants et les Falcons sont gagnants. Et il nous dit aussi, est-ce que vous pouvez nous dire si les différents échanges des derniers jours ont eu un impact sur l'ordre du draft? La deuxième question d'abord, là, non, il n'y a pas eu d'impact parce qu'il n'y a pas eu de premier choix échangé. Tu sais, je parlais de Brian Burns à l'instant. C'est un choix de 2e ronde, un choix de 5. Il y a eu quelques échanges comme ça, mais pour ceux qui surveillent surtout la première ronde, là, il n'y a pas de premier choix impliqué pour l'instant, au moment où on se parle, parce qu'il faut le préciser, ça va vite. On peut aussi bien, Jean-Nic, fermer boutique tantôt, puis il va avoir eu 5 moves. Là, on le sait pas, là. C'est ça la période des agents libres. Hein. Faut vivre avec. Est-ce que, comme Alexis, tu considères que les Texans, ça semble être les clear winners là, de la première semaine, là. Est-ce que tu considères aussi que les Texans sont vraiment ont une bonne séance de signature? Oui, mais non en même temps. T'sais, ils ont perdu des éléments importants, je trouve, en défense, les Texans. Là. On parle de Jonathan Greenard. Je sais qu'il est pas autant connu que Will Anderson, là, mais c'est un gars qui a vraiment, vraiment bien performé là, l'année passée. Blake Cashman, au milieu de leur défense, un excellent secondaire, une machine à plaquer. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu un plaqueur, bon, pas de grande qualité, mais quand même un partant, Malik Collins. Par contre, c'est sûr que moi, je trouve qu'ils gagnent en allant chercher Joe Mixon par rapport à Devin Singletary. Daniel Hunter, c'est une fichue belle addition qui fait oublier un peu là, des pertes en défense. Denico Autry aussi, c'est une belle addition, ça, comme plaqueur pour remplacer Collins. Fait que je les mets dans le camp des gagnants, là, c'est sûr. Mais ils ont un peu payé cher Dalton Schultz. Là. Je suis pas sûr que Dalton Schultz là, va valer un contrat de 3 ans, 36 millions. Là. Ouais, ben écoute, c'est pas mal. Ça va peut-être rassurer le jeune corps arrière, là, mais... Oui, puis tu sais, tu regardes là, dans les chiffres, là, il est pas mal dans le top 8-10 de la ligue au niveau des tight ends. C'est la valeur que tu dois payer dans le marché. Fait que moi, oui, ils sont gagnants, mais peut-être pas aussi clairement que je les vois gagnants partout. C'est qui ton équipe gagnante alors? Ben, je sais que
des fois, on fait des moves, puis qu'après ça, c'est pas parce que tu as dépensé beaucoup que tu es dans les gagnants. Mais il reste que j'aime quand même ce que les Eagles ont fait. Saquon Barkley, je pense que ça va donner du punch à l'attaque, autant au sol que par les airs. Après ça, tu sais, tu as été chercher Bryce Huff. Bryce Huff, ça, c'était... Moi, j'avais dit dans le journal que c'était un des joueurs que je trouvais les plus intrigants sur le marché des agents libres. C'est un ailier défensif. Avec les Jets, l'année passée, il y a eu une bonne dizaine de sacs, puis il a joué 40% des snaps. Tu regardes année après année, c'est à peu près ça qu'il jouait, 30%, 40%, 50%. Puis il produisait quand même bien. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui pourrait éclore, surtout à Philadelphie, où on aime beaucoup appliquer la pression. Fait que pour moi, ça, c'est une signature qui est assez sous-estimée. Puis il ramène C.J. Gardner-Johnson, le maraudeur, la grand gueule, le leader défensif. Ça, j'aime ça. C'est un joueur que j'aime beaucoup. On l'a pas vu beaucoup à Détroit l'an passé. Il a été blessé. Mais il revient à la maison. Fait que j'aime un peu ce qu'ils ont fait, là. Je comprends qu'ils ont perdu quelques vétérans, là, mais pour moi, ils sont parmi les gagnants. Est-ce que Kelsey va revenir? Hein? Ça a l'air d'y tenter. On verra bien. Jason, tu parles, là, ou Travis? Non, Jason, je pense que c'est fini, là. Il a annoncé sa retraite, mais... Oui, mais encore hier, il disait que ça le démange, là. Je sais, mais là, je peux pas croire que 6 mois plus tard, personne ne fait ça sauf Tom Brady, non? Ouais, c'est ça, ou Brett Favre. Oui, exact. Dominique qui nous dit quel moment de Derrick Henry vous a le plus marqué lors de son passage chez les Titans du Tennessee? Ouais, ben, je sais pas si Dominique, tu voulais dire un jeu en particulier ou quoi, mais moi, je voyais plus l'ensemble de la saison 2020. Quand Derrick Henry a eu 2027 verges au sol, c'est mémorable. Tu sais, tu t'embarques dans un club de 8 running backs dans l'histoire qui ont 2000 verges ou plus dans une saison. C'est un exploit vraiment remarquable, surtout dans une ère où tout est axé sur le jeu aérien. Tu sais, toutes les running backs qui sont dans ce club-là m'ont impressionné, là, parce que c'est pas normal d'avoir 2000 verges au sol. Mais quand tu regardes le contexte du football offensif d'aujourd'hui, pour moi, l'exploit est encore plus impressionnant. Il y avait eu 378 portées cette année-là de Rick Henry. Il y avait tout le temps le ballon. Tout le monde dans le stade savait qu'il allait l'avoir. Puis il passait quand même la ligne de mêlée. Il y avait des gros gains. Pour moi, c'est une des plus belles saisons à vie d'un porteur de ballon. Notre ami Russovski qui nous pose la question, que pensez-vous des ajouts de Russell Wilson et Patrick Queen chez les Steelers? Ouais, ben là, on a parlé un petit peu tantôt. Là. Moi, mon point, c'est que pour les Steelers, c'est risque 0 ou à peu près. Russell Wilson, là, franchement, pour moi, c'est une amélioration par rapport à Kenny Pickett. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai vu des analyses qui disaient « Ouais, mais là, tu viens de briser les ailes, de briser la confiance de Kenny Pickett. » Est-ce qu'il y avait vraiment de la confiance, Kenny Pickett? Mais moi, j'irais plus loin que ça, là. Je pense que les Steelers devraient magasiner Kenny Pickett. Je pense que c'est le temps de... Écoute... C'est la seule fois où il va avoir un peu de valeur, là, tu sais. Un peu. Si tu as eu un 6e round pour Mac Jones, tu pourras pas bien avoir plus que ça, je pense, pour Pickett. Tu le passes, là, c'est tout. Peut-être un peu, là. Mais bon, effectivement, si tu veux t'en débarrasser, mais par contre, oublie pas que si Russell Wilson se blesse, t'es dans le trouble, là, tu sais. Ben, t'aurais Mason Rudolph, là. Mais pour moi, les Steelers ont clairement fait un bon move qui coûte pas cher, qui leur permet d'investir ailleurs. Est-ce que je suis en train de dire que Russell Wilson va les transformer en équipe de 14-3? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça leur coûtait rien pour avoir une amélioration claire par rapport à ce qu'il y avait. Puis, il était dans un milieu dysfonctionnel depuis 3 ans, puis il a quand même réussi 26 passes de toucher l'an passé. Moi, excellent point. Avec Mike Tomlin, là, il n'y aura pas de folie, là. Tu sais, si ça marche pas, on passe à un autre appel. Très bon point par rapport à l'environnement. Steve, qu'est-ce qu'il se passe avec Jerry Jones et les Cowboys? Je suis inquiet pour mes chums fans des Boys. Est-ce le temps que quelqu'un prenne la relève des opérations football à Dallas? C'était sûr qu'on allait avoir cette question-là parce que les Cowboys, c'est sûr que non seulement ils perdent des plumes, mais il se passe rien. Là, c'est une des rares équipes qui... Je pense que c'est la seule équipe qui a signé aucun joueur de l'externe là, jusqu'à maintenant, si je me trompe pas.
Ils ont perdu Tony Pollard, ils ont perdu leur centre Tyler Biadasz, ils ont perdu leur plaqueur Dorrance Armstrong, ils ont perdu Dante Fowler, bon, qui jouait pas tant, là, mais quand même. Ça fait des pertes ici et là. Non, tout ce qu'ils ont signé, c'est leur long snapper, là, ça en dit long. Ouais, puis j'ai l'impression que ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on se garde des munitions côté salarial pour pouvoir renégocier Dak Prescott. Mais écoute, tu vas t'amener dans une situation où ton porteur de ballon partant, si la saison commence demain, puis je comprends que c'est loin, là, il peut arriver bien des affaires. Mais là, tu te ramasserais avec un gars comme 12 Vaughn, comme porteur de ballon. Là. 12 Vaughn mesure 3 pieds 8. Ça, c'est de la petitophobie. Là. J'espère que tu sais qu'on risque d'être cancellé là, avec cette attaque au physique. Ouais. Mais ils nous écoutent pas. Là. Qui nous écoute pas? Ben, 12. 12, oui, 12. Mais toutes nos excuses. Le porte-parole des personnes de petite taille, eux, nous écoutent. On les salue. Oui, puis c'était juste une blague, là, de toute façon. Mais 12 Vaughn, Oh! Hey, Jean-Nic! Hein? Les effets spéciaux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, on n'y est pas, là. C'est une nouvelle saison. Je suis sous le choc. Mais c'est ça. Fait que les Cowboys, bref, il se passe pas grand-chose, c'est sûr. On s'attendait là, qu'il n'y ait pas des moves extraordinaires parce que, à moins que je me trompe, là, ils n'ont pas nécessairement énormément de lousse sous le cap salarial. Mais il reste que pour un club qui est supposé être un aspirant ou en tout cas proche, c'est vraiment tranquille. Là, la fameuse question, est-ce qu'on est dû pour changer? Jerry Jones, c'est le propriétaire. Bonne chance pour le tasser. T'as beau dire, là, mais il se tassera pas de lui-même. Non, c'est sûr. Pierre, qui nous pose la question, est-ce que Kirk Cousins vaut ce qu'il a obtenu? Est-ce que ce sera top 10 dans les carrières en 2024? Alors toi, t'étais top 12. T'es-tu prêt à aller dans le top 10? S'il rejoue comme l'an passé. Là. Oui, fort possiblement. Là, la question Kirk Cousins, c'est pas statistiquement est-ce qu'il est dans le top 10-12, c'est quand les lumières sont allumées, quand ça chauffe dans la cuisine, quand tu as un match que tu dois absolument gagner, est-ce qu'il va te le gagner? Puis il avait été en chercher une coupe là, dans les 2 dernières années avec les Vikings, il faut lui donner. Mais en série, c'est sûr que ça n'a pas été sa plus belle carte de visite, Kirk Cousins. Mais pour l'instant, dans une situation comme celle des Falcons où tu avais un problème énorme au poste de corps, tu sais, Desmond Ridder, il jouait pas si mal. Il jouait carrément de façon atroce là, l'année passée. Moi, je me souviens d'avoir vu des matchs où il se passait absolument rien. Puis le club jouait pas si mal autour de lui. Là, je pense que Kirk Cousins peut aller chercher facilement 3-4 victoires de plus. Les Falcons peuvent devenir un club à surveiller dès l'an prochain. Jonathan Chabot, est-ce que les Raiders amorceront la saison avec Minshew et O'Connell ou ils iront chercher un autre QB? En tout cas, on sait que ça ne sera pas Jimmy Garoppolo, il a été libéré. Non, puis j'ai le feeling que les Raiders demeurent les candidats logiques pour aller chercher un Justin Fields, par exemple. Au moment où on se parle, en tout cas, il n'a pas bougé. Mais Justin Fields, au moins, amènerait un upside. Je comprends là, que il n'y a pas nécessairement tout cassé à Chicago, mais il a montré des beaux flashs. Avec les Raiders, il se retrouverait avec un Davante Adams. Vraiment, c'est drôle, moi, en tout cas. Tu le vois où, toi? Je regarde Antonio Pierce, là, puis je suis pas sûr que c'est le carrière que... En tout cas. Mais je pense pas qu'ils peuvent aller dans la saison avec Minshew et O'Connell. Il manque quelque chose. À moins qu'on s'avance au repêchage, ça peut être une piste aussi, mais le tandem Minshew-O'Connell, pour moi, ça suffit pas. Non, moi non plus, mais on parlait de 5 corps arrière qui pourraient être repêchés en première ronde. Là. Mettons qu'ils réussissent à avoir un des 3 premiers. Les 3 premiers, mettons là, va falloir qu'ils se lèvent de bonheur. Là. Ben, ouais, mais... Ouais, les 3 premiers, ça va sortir top 3, top 4. Là. Ouais. Fait que c'est ça le problème. Il faut que tu t'avances, puis là, à quel point tu es prêt à payer?
Jean-François qui nous pose la question, avec les nombreux et relativement bons contrats signés par les running backs, est-ce que la crise que nous avons vue l'an dernier les concernant est résorbée? Résorbé pour l'instant, mais à long terme, je le sais pas, parce que je pense pas que le plafond va augmenter à chaque année de 30 millions. Puis, comme je le disais tantôt, le draft semble faible. Il peut toujours y avoir des surprises. Il va en avoir 2-3 running backs qu'on n'a pas vu venir au repêchage puis qui vont nous surprendre. Mais après ma barre, là, c'est pas une grosse année. Il n'y aura pas de choix de première ronde, c'est à peu près sûr. Les autres années, là, il va y avoir des bons prospects de qualité. Le plafond augmentera pas de 30 millions. Fait que je pense que l'année qu'on a vue sur le marché actuel pour les porteurs de ballon, c'est pas nécessairement une tendance. Alexis, en combinant les jeunes armes offensives au poste de receveur de passe et avec l'arrivée de Josh Jacobs avec les Packers, croyez-vous que Jordan Love a tous les outils pour exploser l'an prochain, et percer en série? Sinon, il manque quoi? Ben, ce qui manquerait pour moi, là, puis d'ailleurs, Alexis le mentionne... C'est un si gros upgrade que ça, là, Josh Jacobs, Aaron Jones, je sais pas, là. Moi, je le vois pas, là. Je comprends qu'il est plus jeune un peu, mais... Je pense pas non plus. L'affaire, c'est qu'on retient de Josh Jacobs sa grosse saison en 2022. Oui. Il a gagné le championnat des porteurs de la Ligue avec 1600 verges. Là, ça, on peut pas y enlever. Mais en dehors de ça, il a pas été toujours égal. L'année passée, il a connu une saison vraiment très difficile. Moi non plus, je suis ton école de pensée, là. Je suis du genre, oui, Josh Jacobs, je pense qu'il peut rendre encore de fiers services. Je suis pas prêt à lancer la serviette dans son cas. Mais est-ce qu'il est tant meilleur qu'Aaron Jones? On peut se tromper, là, mais moi, je pense que non. Là où il manque un élément quand même aux Packers, c'est un receveur là, d'expérience. Tu vois, on disait tantôt, il n'y avait pas tant de receveurs sur le marché. Puis je vois qu'à l'instant, les Titans ont signé Calvin Ridley. Calvin Ridley, ça aurait pu être pas si mal, ça, pour les Packers. Un receveur qui a quand même quelques bonnes années dans la NFL. Je pense que c'est tout ce qui manque. Parce que c'est pas qu'ils sont pas bons, les receveurs des Packers, mais ils sont tous inexpérimentés. Là, tu vas me dire, ouais, mais après 1 an, 2 ans, là, ils vont le devenir à un moment donné. Mais j'aurais quand même aimé ça qu'il y ait un vétéran dans la pièce. Sifflette. Le voici. Tu l'as cherché? Pierre, ouais, ben c'est parce que je regardais ce que tu me disais là. Puis je suis curieux moi aussi de voir c'est vrai que pour les wide receivers, il en reste pas bien. C'est ça que je regardais, mais il va falloir qu'ils se lèvent vite de bonne heure aussi. S'il y a quelqu'un qui est libéré pour essayer d'être le premier à négocier avec les Packers. OK, Pierre. Mixon pour un 7e tour. Il me faut une explication. Fin de contrat, donc les Texans vont devoir sortir le chéquier. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Puis l'autre chose, c'est que les Bengals allaient le libérer de toute façon. Là. Mais s'il allait le libérer, c'est qu'il n'y avait pas personne. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas levé le téléphone avant pour savoir s'il y avait des offres. Là. Ils s'entendaient pas avec lui. Probablement qu'il avait commencé à parler à des équipes, mais ce qu'on voyait de plus en plus, c'est ils ont signé Zach Moss, ils s'apprêtent à libérer Joe Mixon, puis là, tout à coup, une offre. Écoute, c'est vraiment rien. Là. Je pense que c'est plus un cas où les Texans se sont dit, plutôt qu'ils se ramassent sur le marché, puis que, je sais pas, moi, Dallas ou Baltimore négocie avec lui, ou peu importe, on va aller le chercher, on va le sécuriser, on va s'assurer de donner un 7e tour. C'est pas plus compliqué que ça. Là. OK, on finit avec Gilles. Guillaume, qui dit, croyez-vous que... Guillaume Villeneuve, désolé. Ah ben oui, c'est presque pareil. J'ai fait une association sans le vouloir. Croyez-vous que l'acquisition de Barkley par les Eagles est comparable à celle de McCaffrey à San Francisco? C'est une bonne question, je trouve, parce que effectivement, il y en a qui questionnaient à l'époque, là, les Niners ont donné 4 choix pour aller chercher McCaffrey. Ils n'ont pas tant besoin d'un grand porteur de ballon. Kyle Shanahan fait fonctionner tout le monde. Tu sais, c'est un peu ce que je te disais avec les Eagles tantôt. C'est pas leur approche qu'on a vue par les années passées, mais peut-être que c'est le gars qui peut enlever la pression à Jalen Hurts, faire passer l'attaque à un autre niveau. Je trouve la question intéressante. À première vue, j'ai le goût de dire non. Je pense pas que Barkley est aussi dominant que McCaffrey. Mais je considère quand même que la question est légitime. Puis j'ai hâte de voir. On s'entend que c'est pas l'ingrédient qui manquait pour que la soupe
soit une étoile Michelin. Là. C'est pas ce qui manque au restaurant pour avoir une étoile Michelin. Là. Non. Mais quand même, ça va c'est un prendre plus porteur que de ça ballon. pour se rendre en série. Effectivement, mais tu sais, tu regardes ça, McCaffrey, tout ce qu'il a apporté aux Niners, là, on n'aurait pas cru ça, je pense, quand ils sont allés le chercher, parce que Kyle Shanahan faisait fonctionner n'importe quel kidam qu'il trouvait dans la rue. Il le formait, viens-t'en dans mon attaque, ça va bien aller. Mais faut lui donner, là. McCaffrey a vraiment transformé cette attaque-là. Je pense pas que Barkley va avoir le même impact, là, mais à surveiller quand même, c'est le fun comme question. C'est la fin de la période de questions, mon cher. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous savez que vous pouvez nous joindre, même si on est dans l'entre-saison. N'hésitez pas à nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez nous écrire et aussi, vous pouvez être membre de notre groupe Facebook pendant l'entre-saison. On va essayer de l'animer un peu. C'est sûr, c'est plus tranquille, mais allez sur Nos précieux conseils de fantasy football. C'est sur Facebook, donc Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi nous écrire. Ça peut être des questions, mais ça peut être des commentaires ou toutes sortes de choses, des suggestions. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. La zone payante à commercial québécoismedia.com. Même dans saison morte, il y en a qui nous écrivent, on répond. On prend tous vos messages. Merci, Steph. On fait une pause et après la pause, c'est le bar. Bougez pas. Alors, on est de retour à la zone payante pour la dernière partie de cette émission spéciale sur les joueurs autonomes, la signature des joueurs autonomes. Évidemment que ça a été une semaine très chargée. On vous invite à regarder les autres segments de l'émission, les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous êtes dans la partie la plus tranquille de notre... ça dépend. Des fois, c'est pas tranquille. Des fois, ça l'est. Cette semaine, je sais pas quoi ça va avoir des fois, ça brasse. Des fois, ça brasse. Exact. Mais, mollo, cette semaine. Cette semaine, tu vois, dans la section au bar, cette semaine, moi, j'amène le frère de Dak Prescott. Ah, ben là, il va falloir que tu me le présentes. Je le connais pas. Ben, écoute, je le connaissais pas non plus, mais je savais pas non plus qu'il y avait un frère. J'avoue que les noms sont originaux dans la famille Prescott, là. Dak, c'est quand même un nom original. Et Tad, ça l'est tout autant, là. Est-ce que c'est un influenceur à la Jackson Mahomes, Jean-Nic? Ben, il semble lui aussi avoir des problèmes avec la gestion de ses médias sociaux parce que, je sais, quand t'es le frère d'un corps arrière, tu fais quand même attention à tes sorties publiques concernant le football, du moins, là. Et c'est ce que n'a pas fait notre ami Tad Prescott. Imagine-toi donc que Tad, après la première journée, même pas, il était 3h30 lundi, là, la première journée c'est même pas la journée des signatures, là, c'était la journée où on pouvait commencer. On s'entend que c'était un peu n'importe quoi. On s'entend que c'est une joke, là, ça. Là. Oui, mais c'était la première journée où on pouvait négocier. Puis Tad a pris son clavier pour s'en prendre au propriétaire, indirectement au propriétaire des Cowboys, en disant que c'était clair que si vous ne le saviez pas déjà, les Eagles avaient le meilleur front office de la NFL. Hashtag How about them Cowboys? Évidemment, il était déçu que son équipe ait rien fait la première journée. Mais là, je suis comme, yo, Tad, c'est la première journée. Il y a quand même d'autres joueurs qui vont être libérés plus tard dans la saison. Vous avez quand même des bons joueurs. Là. C'est pas comme si Dallas avait perdu beaucoup de joueurs. Là. Je considère pas que Tony Pollard est irremplaçable. Là. Puis c'est pas comme si non plus il y avait pas un bon effectif qui les avait menés loin l'an passé, puis qui devrait peut-être, comme tous les partisans le souhaitent, se concentrer à re-signer des joueurs de qualité que tu as déjà dans ton équipe. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de faire. Puis je pense qu'il y en a des joueurs qui vont avoir à signer, dont son propre frère. Là. Alors, ça serait peut-être bien pour Tad de comprendre que un des moves qu'ils font, c'est peut-être garder de l'argent en réserve pour payer son frère pour qu'il ait des beaux cadeaux à Noël, le beau Tad. Fait que je vais amener Tad au bar et je vais lui faire boire un Slow Cow. Est-ce que tu sais ce que c'est un Slow Cow? Une boisson qui est distribuée au Québec d'ailleurs. Et Slow Cow, là, c'est comme l'inverse d'un café. Là. C'est comme
pour te calmer le pompon. Un calmant. Exact, là. Fait que, calme-toi, prends un slow car, là, mon Tad, là, va au bar, prends quelque chose qui est ni alcoolisé, ni caféiné, puis attends que l'entre-saison se prolonge un peu. Je suis sûr que tu vas en avoir des bonnes nouvelles, puis que tu vas te ravaler en disant « Ah, finalement, le front office des Cowboys, il est pas pire. » C'est bon, je le connaissais pas, Tad. Je suis content toujours quand je connais la famille des joueurs. C'est sûr que c'est pas aussi pire que les frasques du frère à Patrick Mahomes, là, mais écoute... vas-y, toi, avec ton choix. Moi, écoute, c'est plus une petite... c'est même pas une tape ses doigts. Je sais pas comment te le présenter, mais t'as-tu vu ce que Dion Dawkins a fait cette semaine? Non? Non? Bloqueur des Bills, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce cher monsieur Dawkins, il a mis un message sur ses médias sociaux, lui, autour de midi lundi. Il dit, bon, ben Buffalo, ça a été le fun le temps que ça a duré. Merci parce que là, il a signé avec les Pats, là. Non, Dion Dawkins... Ah non? Il a mis ce message-là. OK. Fait que là, tout le monde, hein, qu'est-ce qui se passe? Puis même des coéquipiers, DeQuan Jones, le plaqueur, il a écrit en commentaire sous son compte Twitter, qu'est-ce qui se passe, bro? Comment ça? Puis what? Avec 3 points d'interrogation. Puis finalement, 10 minutes plus tard, il a écrit, ben non, vous pensiez quand même pas. Oui, c'est ça. Vous pensiez quand même pas que j'allais m'en aller, là. J'ai jamais dit que j'allais quitter Buffalo, puis je veux pas quitter Buffalo, puis pourquoi je quitterais Buffalo, puis fort sympathique. Puis les vrais fans mordus, fans finis des Bills disaient après, écoute, on le savait, nous autres, qui quitteraient pas Buffalo, là. Il était implanté à mort dans la communauté. Je me demande s'il a même pas été leur... nominé là, du Walter Payton Man of the Year pour les Bills, je pense. C'est un gars qui est très, très, très respecté à Buffalo, adulé pas mal. Puis c'est juste que j'ai trouvé ça, je savais pas si je devais trouver ça drôle ou chien pour les fans qui se sont un peu mis à s'énerver. Là. Hey, on va perdre Dion Dawkins, qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis ça n'a pas d'allure. Puis 10 minutes après, les Bills annonçaient une prolongation de contrat, je pense, de 3 ans. Fait que Dawkins reste bel et bien à Buffalo. Mais moi, j'ai pas souvenir d'un joueur qui a fait ça, là. Tu sais, que ce soit au football, au hockey, au baseball, faire une joke de même, là. Fait que, bref, j'avais un petit malaise, Jean-Nic, parce que j'avais le goût d'en rire. Je trouvais ça drôle. Je trouvais que c'était sympathique, là. C'était rien de bien méchant. Mais il a joué avec les nerfs de ses propres partisans. Au moins, ça a pas duré 2 jours, là. Ça a duré 10 minutes. Mais quand même, fallait le faire. Ça prenait du guts, on va lui donner. Fait que ça va être juste une petite bière, tranquille, relax, puis je veux qu'il me raconte pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce qui a passé par la tête? Comment il a pensé à ça? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Puis j'aimerais en savoir plus sur lui. Est-ce que c'est un gars qui a l'habitude de faire des coups pendables? Fait que juste une petite bière relax. Je sais que je suis pas très original sur le cocktail cette semaine, mais c'était plus pour raconter aux gens cette histoire-là, un petit malaise. C'était pas un Lamar Jackson, là, genre je m'en vais si tu me donnes pas ce que tu veux. Là. Non, tu sais, j'appellerais ça un malaise sympathique. Disons-le comme ça. Merci Steph, merci à vous d'avoir été là. Bonne écoute si vous commencez par ce segment. Sinon, merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour une prochaine émission. Peut-être plus tard dans l'entre-saison. Vous pouvez nous suggérer les émissions des fois si vous en voulez, écrivez-nous. On vous a donné les adresses plus tôt. Sur ce, passez une belle fin de semaine et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt.